Donc voilà, vous êtes maintenant des pros du moteur Stirling. Donc vous pouvez voir l'avantage qu'on peut avoir avec ça. C'est qu'à partir d'un peu de chaleur, on peut produire de l'énergie. Donc c'est assez intéressant. Et là, dans le cadre d'une maison type RT 2012, enfin une maison individuelle, on peut produire du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire et également de l'électricité sur place. Donc c'est assez intéressant. Et c'est l'un des quatre critères pour la RT 2012. Ensuite, donc on a d'autres exigences. Au niveau des exigences de moyens, donc il y avait les quatre précédents par rapport à la technologie de chauffage, mais on doit aussi en avoir d'autres, notamment pour garantir l'étanchéité. D'accord. Donc ça, vous connaissez normalement, vous l'avez fait tous en TP dans les colocs ou dans d'autres maisons. Donc on va pouvoir traiter l'étanchéité à l'air donc avec le test de la porte soufflante. Donc voilà, donc c'est obligatoire pour les maisons individuelles. Donc dès que vous construisez une maison, maintenant vous avez ça, c'est fait systématiquement, d'accord. Et donc bon, c'est pas très compliqué, mais il faut bien le faire. Alors ce qui est important, c'est de le faire avant les finitions, une première fois, d'accord. Puisque ça permet de voir si on est au niveau ou pas. Si on est déjà au niveau, donc c'est le critère, c'est 0,6 m3 par mètre carré. Attention, c'est mètre cubeur par mètre carré de parois déperditives hors plancher bas. Attention à ça, d'accord. Et donc ce 0,6, si vous ne l'avez pas avant les finitions, en fait le fait de le faire avant les finitions, ça vous permet d'aller ajuster votre Q4. Donc en allant mettre des systèmes étanches, du scotch ou comment ça s'appelle, des petites résines pour faire l'étanchéité, un petit peu pour ajuster tout ça. Et pour pouvoir passer à 0,6, sachant que avant les finitions, si vous êtes déjà à 0,6, enfin avant en dessous de 0,6, le fait de mettre vos finitions derrière ne pourra qu'améliorer les choses. D'accord. Donc attention à ça, c'est un point important. Hop. Alors, juste pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'au début, quand on fait le calcul, la maison n'est pas construite. Donc on ne peut pas savoir quel Q4 on va avoir. D'accord. Donc par défaut, on met la pire valeur, donc 0,6. Voilà, c'est aussi simple que ça. Autre chose, va avoir des bâtiments, des immeubles, où on va avoir différents usages. Par exemple, on peut avoir un bâtiment neuf où le rez-de-chaussée, ça va être des commerces et tous les étages du dessus vont être des logements ou les appartements, les logements, les appartements d'à côté des commerces vont être des logements. D'accord. Donc là, attention, parce qu'on va avoir des discontinuités au niveau de la thermique du bâtiment, enfin notamment au niveau du scénario, puisque les logements vont pas être forcément chauffés ou activés au même moment, ils vont pas avoir les mêmes usages, très clairement, qu'un commerce. D'accord. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est dans ce cas-là, d'avoir un U dans la paroi qui doit être inférieur à 0,36 watts par mètre carré Kelvin. Donc en gros, d'isoler ces parois-là. D'accord. Le fait d'isoler thermiquement ces parois-là, ça empêche d'avoir trop d'impact, à cause de la discontinuité de l'usage entre les deux, entre un bureau et un logement individuel, par exemple. D'accord. Donc c'est assez important, quoi. Ensuite, on vous demande aussi de traiter les ponts thermiques. D'accord. Donc le ratio de transmission thermique, linéique, moyen, global doit être inférieur, donc c'est en bas là, à 0,28. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que la moyenne, enfin, la somme de tous les ponts thermiques divisé par la surface, ici doit être inférieure à 0,28 watts par mètre carré Kelvin. D'accord. Donc en gros, on vous demande de ne pas dépasser sur toute la maison un certain
un nombre de ponts thermiques par rapport à votre surface, quoi. Ok? Ça, c'est le premier critère pont thermique. Et le deuxième critère pont thermique, cette fois-ci, il va s'intéresser à la liaison entre le plancher intermédiaire et les murs extérieurs. Donc, c'est ce qu'on a en haut à droite. Hein. D'accord? Donc, le pont thermique, plancher intermédiaire et mur extérieur. Et celui-là, donc sa valeur moyenne, ne doit pas dépasser 0,6 watts par mètre Kelvin. Ok? Donc, uniquement sur ce pont thermique-là. Hein, parce que c'est souvent ceux-là qu'on retrouve dans les anciennes bâtisses. Très clairement. Voilà, quand on isole par l'extérieur, et ben du coup on se retrouve avec des ponts thermiques à chaque fois sur ceux-là. C'est ceux-là qu'on voit le plus généralement. Donc voilà, il faut le traiter. C'est demandé par la RT. Donc ça pareil, les logiciels le font automatiquement. Vous allez mettre vos ponts thermiques, il va vous dire à la fin si vous respectez ou pas. Mais il faut faire attention à prendre quand même, d'avoir une conception de départ qui soit quand même correcte là-dessus, quoi. Ok. Donc le top du top, c'est quand même d'isoler par l'extérieur, comme ça on élimine quasiment, on a fait les calculs, hein. Vous vous souvenez au niveau comme sol, on avait fait les calculs sur les ponts thermiques, on voit que si on isole par l'extérieur, ben, ça calme tout de suite le jeu là-dessus. Voilà, un autre critère important, c'est par rapport à l'éclairage artificiel, donc on vous demande d'avoir une surface minimale de baies vitrées qui soit supérieure à 1/6 de la surface habitable. Ok, donc ça c'est un calcul qui est fait également, donc faites attention. L'idée c'est de mettre pas mal de baies vitrées au sud déjà, et normalement on s'en sort assez facilement. Ok. Voilà, après il y a d'autres petits critères, donc il y a des systèmes de mesure qui doivent être installés. Ça dépend des cas, d'accord. Et pareil, si on a en compte installer des panneaux solaires électriques, cette fois, on a le droit d'avoir une augmentation du CEP max de plus 12 kWh par mètre carré par an. D'accord. Donc voilà. Donc si je fais le bilan un petit peu de tout ça, donc ça c'est important, c'est vraiment les 2-3 slides là qu'il faut bien retenir, donc je le mets exprès à la fin là, de cette partie. Donc on a 3 exigences de performance énergétique, d'accord, donc le besoin bioclimatique, donc ce qu'on appelle le BBio, qui doit être inférieur au BBiomax. On va avoir également la consommation en énergie primaire, donc le CEP qui est inférieur au CEP max, et une température intérieure conventionnelle qui doit être inférieure au TIC de référence. D'accord, donc ces 3 critères vont permettre de dimensionner la maison d'un point de vue énergétique et confort d'été. Ok. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est exigence de moyens. D'accord, donc il y a 4 systèmes possibles. Donc, retenez bien ça aussi. Donc, soit on met des panneaux solaires thermiques, d'accord, soit on est raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par énergie renouvelable ou de récupération. C'est surtout le 50% là qu'il faut bien retenir. Ensuite, on peut aussi utiliser un système d'eau chaude sanitaire avec un système thermodynamique. D'accord. Attention, le critère d'avoir un COP supérieur à 2, donc c'est le coefficient de performance. D'accord. Et enfin, on peut également recourir à une production d'eau chaude sanitaire et ou de chauffage, cette fois, via une chaudière à micro-cogénération. D'accord. Alors, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, si vous oubliez ce que c'est cogénération, pensez au co à chaque fois, qui est comme copain. C'est des choses qui permettent de faire un copain, on partage le pain à deux, quoi. C'est ça, donc là, ça permet de cogénération, de générer 2 énergies. D'accord. Et micro, parce qu'en fait, c'est pour différencier le fait, normalement, les systèmes cogénération, c'est des grosses usines de production, d'énergie. Et là, donc, c'est micro-cogénération pour faire référence à un usage domestique, c'est tout. Ok. Ensuite, les exigences de moyens, toujours pareil. Donc, la porte soufflante, bleu, blower door. Traitement des parois. Si on a 2 usages différents dans un immeuble, par exemple, on traite les ponts thermiques aussi et on a une surface minimale de baies vitrées qui doit être supérieure à 1/6 de la surface habitable. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Les solutions, c'est de bien isoler la toiture, on traite l'étanchéité des fenêtres, on met du double vitrage, ça suffit pour de la RT 2012, pas pour du passif. Attention, c'est 2 choses différentes, on verra ça un peu après, mais je pense que vous l'avez vu aussi avec Eric Mougel.
On met aussi pour le TIC, par exemple, on peut mettre des casquettes ou des brise-soleil orientables, d'accord, pour limiter les surchauffes en été. Donc on isole bien sûr les murs extérieurs, on oriente bien tout ça au sud, d'accord, de façon à bénéficier en hiver du soleil et en été aussi d'utiliser la casquette pour avoir de l'ombrage, d'accord. Essayez d'avoir une inertie au niveau du bâtiment. Donc l'inertie c'est une solution, mais le fait aussi de surisoler, ça a le même effet que l'inertie. Donc ces calculs-là, on les fait plutôt en troisième année dans le UE 9.2. Et mettre tous les pièces de service au nord, type le garage, ça peut être intéressant. Alors des masques végétaux au nord, pourquoi pas, ça peut peut-être, je suis pas sûr de mon coup là, mais limiter l'aspect rayonnement, d'accord, avec des parois froides au niveau du nord, mais bon, je suis pas très convaincu forcément de ça, mais voilà. Alors, ce qui est le plus important, c'est de bien isoler, d'orienter sud solaire, de mettre des vitrages qui vont bien, hein, tout ça c'est vraiment important. Et d'un point de vue de conception de système, bien sûr, on essaye d'avoir une ventilation performante, donc au moins un simple flux, mais le mieux c'est de mettre une double flux quand même. Mettre des énergies renouvelables, d'accord, notamment des panneaux photovoltaïques ou thermiques. Chauffage thermodynamique, enfin vous avez vu tous les systèmes, hein. Plancher chauffant, chaudière à condensation, ça c'est pas mal aussi, hein. D'accord. Donc ça on a déjà vu on a déjà fait un peu le tour. Voilà, donc je fais la fin du premier cours. Pour être franc avec vous, j'ai fait un peu plus léger que les années précédentes, même si globalement, en fait, ce que je faisais de plus les années précédentes, c'est que je rentrais vraiment, un peu plus dans le détail de la méthode de calcul derrière. Mais bon, des fois j'avais comme commentaire aussi que c'était peut-être un peu lourd, un peu trop. Donc voilà, vu les conditions, je pense que c'est pas mal déjà de s'arrêter là-dessus pour un premier cours. On verra après les retours, sachant que je peux compléter aussi des choses, hein, derrière, hein, rajouter des choses dans le MOOC, c'est pas un problème s'il vous manque des informations. Il y a un deuxième cours donc qui arrivera, il me semble mardi ou lundi, je sais plus. Voilà, merci. Et puis on peut passer à des phases de questions-réponses si vous voulez. Voilà. Même si ça dépasse les heures attribuées, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Okay. Allez, bonne fin de journée et prenez soin de vous.